monsieur. Même les grands hommes ont leurs pauvres. Dieu vous bénisse. Vous êtes un gentleman, un digne descendant des chevaliers. Geoffrey Chaucer. Merci, monsieur. Grâce à vous, ma coupe va déborder. Puisse votre générosité ne jamais se tarir. Ma gratitude est sans limite, monsieur. Je ne suis que votre esclave, je suis pauvre, malade, infirme et méprisé de tous. William Shakespeare. Vous êtes un gentleman, monsieur, comme Shakespeare en était un. Heureux les pauvres d'esprit, monsieur. Heureux les pauvres d'esprit. Le royaume des cieux leur appartient, monsieur. Mais enfin, c'était prévu depuis 2 semaines. Nous devions dîner ensemble à mon club. Oui, je sais, il m'a parlé de ce dîner avec vous ce matin. C'était juste avant que cette dame appelle. Une dame? Quelle dame? Eh bien, je ne connais pas son nom, mais tout de suite après l'appel de cette dame, monsieur Holmes est sorti. Dans ce cas, je crois que je vais me coucher de bonne heure ce soir. Oh, excusez-moi, je vais voir qui sonne. Oui, bien sûr. C'est peut-être un indice. J'espère que je ne dérangerai pas trop. Oh, ne vous inquiétez pas, je suis sûre que non. C'est le plus aimable des hommes. Madame Whitney désire vous voir, docteur. Kate, en voilà une bonne surprise. Pas si bonne que ça, je le crains, John. Je vous remercie, Madame Hudson. Veux-tu une tasse de thé? Oui, avec plaisir, ça me fera du bien. J'espère que tu ne m'en veux pas de venir te déranger aussi tard. Tu ne me déranges absolument pas. Je t'en prie, viens t'asseoir. J'ai vu ton assistant et il m'a dit que tu devais dîner avec Monsieur Holmes. Tu es passé à mon cabinet avant de venir? Oui, tu venais de partir. Monsieur Holmes n'est pas là. Il a disparu sans laisser de traces, comme tu peux le voir. Dans ce cas, je crois que je ne devrais pas t'ennuyer avec mes problèmes. Monsieur Holmes disparaît sans laisser de traces à intervalles réguliers. Je ne suis pas inquiet, je suis un peu contrarié, c'est tout. Mais pourquoi voulais-tu me voir? Si tu es malade, tu n'aurais pas dû traverser Londres. Je ne suis pas malade. C'est Aïssa. Ah, s'il est malade, je pouvais aller le voir chez vous. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y est pas. Ah, il est lui aussi disparu sans laisser de traces. Tu devines certainement pour quelle raison. J'imagine qu'il a encore cédé à son inclination, l'opium. C'est ce que je crains. Mais il l'avait déjà fait avant, ça n'a rien de nouveau. En quoi les circonstances sont-elles différentes aujourd'hui? D'habitude, ces orgies ne duraient qu'1 jour et c'est tout. Il s'en allait de chez nous le matin et il était de retour dans la soirée, pâle et défait. Et cette fois? Je n'ai pas revu Aïssa depuis 48 heures. Est-ce que tu as la moindre idée de l'endroit où il peut se trouver? Il y a un établissement appelé le Bar de l'Or, dans Upper Swansdown Lane. Je pense que c'est là qu'il est. Mais je n'ose pas y aller seule. Oh non, aucune femme respectable ne doit s'approcher à moins d'1 kilomètre d'un endroit aussi dangereux sans être accompagnée. Viendrais-tu avec moi? Non. Non, mais... Non, je vais y aller, mais seul. Toi, tu vas rentrer chez toi et si ton mari se trouve là où tu crois qu'il est, je te promets de te le ramener dans moins de 2 heures. Mais je te laisse imaginer dans quel état il sera. Le thé, docteur.
Veuillez me pardonner, Madame Hudson, je ne prendrai pas de thé, il faut que je sorte. Par contre, Madame Whitney en prendra. Parfait. Et que devrais-je dire à Monsieur Holmes quand il reviendra? Simplement que j'ai disparu sans laisser de traces. Cochez Upper Sweden Lane, s'il vous plaît. Quelquefois, je me demande si les hommes deviennent un jour des adultes ou s'ils ne le deviennent jamais. Ils semblent rester éternellement des enfants. Vous ne vous le demandez pas, Madame Hudson? Non, Madame Whitney, je ne me le demande jamais, je le sais. Quand ils ont fait leur sottise, c'est toujours dans nos bras qu'ils viennent se réfugier. C'est une façon de parler, bien sûr. Arrêtez-moi là, je vous prie. Et attendez-moi. Bien, monsieur. Non, merci, je ne reste pas. Je cherche simplement un ami que je suppose être là. L'ami que je voudrais voir s'appelle Monsieur Isaiah Whitney. Mon Dieu. Watson. À quelle heure est-il? 11 heures du soir. On est quel jour? Vendredi 19. Je croyais que c'était mercredi. Oh. C'est vendredi. Non, vous essayez de me faire peur. Votre femme attend votre retour depuis 2 jours. Oh, 2 jours. Non, sûrement pas. Depuis quelques heures, mais pas plus. 3 pipes. 4 pipes. Ah, non, je ne sais plus. Une voiture m'attend dehors, je vais vous ramener chez vous. Il le faut. Oui, si vous tenez à mon amitié et à l'amour de votre femme. Pauvre Kate. Venez. Il faut que je paie. Je dois devoir de l'argent au patron. Quand je pense que vous payez pour votre destruction. Bon, je m'en charge. En attendant, sortez de cet endroit effroyable.
Vous me lâchez. Oh. Holmes. Chut. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette fumerie? Exactement la même chose que vous, je travaille. Est-ce que vous avez un fiacre? Oui. Dites au cocher de ramener votre ami chez lui. Il est en si piteux état qu'il ne risque pas grand-chose. Je vous rejoins dans 5 minutes. Très bien. Ah. Donnez ce mot à la maîtresse de maison. Holmes! Et me voilà. Ah, je suis très surpris de vous trouver dans cet endroit. Je suppose que vous croyez que j'ai ajouté l'opium et ses mirages à toutes mes autres petites faiblesses. J'ai uniquement dit que j'avais été surpris de vous trouver là. Quand je vous ai vu, je l'ai été aussi. J'étais venu chercher un ami. Et moi, un ennemi. Si on m'avait reconnu, je n'aurais pas donné cher de ma vie. 1 heure après, j'étais mort. John! Oh. Oh, je suis en plein milieu de la plus passionnante des enquêtes. J'espère qu'il n'y avait pas d'opium dans cette pipe, Holmes. Il n'y avait que le strict nécessaire pour donner le change à mon entourage. Je dois me rendre à Lee, dans le Kent. Est-ce que je vous emmène? Mais bien sûr. Je crois qu'il n'y a plus de risque. Voulez-vous prendre les guides? Où allons-nous exactement? Au Cèdre, une ravissante demeure près de Lee, dans le Kent. Puis-je savoir pourquoi je vais à Lee, dans le Kent? En pleine nuit, un vendredi au mois de mars. Parce que vous êtes mon fidèle compagnon, un chroniqueur loyal, et que je peux avoir besoin des deux. Voilà quels sont les faits, ceux que je connais du moins. Il y a quelques années, on vit arriver à Lee, dans le Kent, un gentleman qui se nommait Neville Sinclair. Il s'établit dans une vaste demeure, les Cèdres. 1 an plus tard, il épousa la fille d'un brasseur de la région. Ils eurent 2 enfants. Il avait des intérêts dans plusieurs sociétés. Il se rendait en ville chaque matin et revenait chaque soir de Cannon Street par le train de 17h14. C'est un homme de tempérament modéré, c'est un bon mari, un père affectueux, et les gens qui le connaissent le trouvent sympathique. Quant à ses dettes, d'après ce que nous savons, leur montant est de 88 livres et 10 shillings, et il a sur son compte en banque 220 livres, à la capitale, en Counties Bank. Il n'y a donc aucune raison de croire qu'il ait pu être submergé par les ennuis d'argent. Un véritable parangon. Watson, il y a un rien de scepticisme dans votre voix qui fait que vous avez l'air de douter. Vous allez me dire que Madame Sinclair est venue nous voir et vous a dit que son mari avait disparu. Exactement. Oh, il semble que la vie ne soit qu'un éternel recommencement. Watson, qu'avez-vous? Je ne sais pas. Je vais ignorer vos considérations résignées sur la fatalité de la vie et je vais continuer. Oh, mais je vous écoute. Lundi dernier, Sinclair est parti pour la ville comme d'habitude, mais avant de partir, il a promis qu'il rapporterait une boîte de cubes pour en faire cadeau à ses enfants. Une boîte de cubes. Le fait est important, Watson. Peu après le départ de son mari, Madame Sinclair reçut un télégramme disant qu'un paquet de grande valeur était arrivé et l'attendait au bureau de l'Aberdeen Shipping Company. Elle décida d'aller en ville pour y chercher son paquet, déjeuner et faire quelques courses. C'est tout à fait par hasard qu'elle se retrouva dans Upper Swindon Lane, cet endroit sordide où nous nous sommes rencontrés ce soir, Watson. Et c'est à ce moment précis que s'est produit un événement tout à fait singulier.
Alors, qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en. Laissez-la tranquille. Neville! Ah! Neville! Où allez-vous? Je veux monter. Il n'y a personne là-haut. J'ai vu mon mari penché à une des fenêtres du haut. Il n'y a personne, je vous dis. Je l'ai vu. Je connais mon mari tout de même. Que fait-il ici? Je vous dis qu'il n'y a personne là-haut. Dehors! Ils l'ont jeté dehors? Exactement. Oh, les bandits! Le Malais le dénommé Lascar, qui est le propriétaire de l'établissement. Un homme qui a de fâcheux antécédents et qui est un assassin par-dessus le marché. Un assassin, il est en liberté. L'arrière du bâtiment donne sur la rivière et il y a une trappe très pratique pour se débarrasser des cadavres. Mais pourquoi la police ne les arrête-t-elle pas? La police a arrêté un infirme, Watson. Un infirme? Ah, il y a encore beaucoup de choses que vous ne savez pas. Mais nous sommes arrivés. Merci. Monsieur Holmes, avez-vous des nouvelles? Madame Sinclair, je croyais que vous seriez endormie. J'ai du mal à dormir ces temps-ci, alors je vous ai attendu. Voici mon collègue et ami le docteur Watson qui a aimablement accepté de m'aider dans mon enquête. Monsieur Holmes m'a parlé de vous. Madame Sinclair. J'ai pris la liberté de demander au docteur de rester ici cette nuit. Et j'ai pris la liberté de préparer un petit souper froid. Docteur Watson, prenez ma place. Oh non, je ne voudrais pas... Watson, Madame Sinclair est aussi forte que volontaire. Si vous refusez son offre, c'est à vos risques et périls. Eh bien, dans ce cas... Monsieur Holmes, avant que nous soupions, je voudrais vous poser une ou deux questions précises auxquelles je vous demande de répondre de façon précise. Certainement, madame. Est-ce que tout au fond de vous, vous croyez que Neville est encore en vie? Soyez franc, je ne suis pas hystérique et je ne suis pas de celles qui s'évanouissent. Je vais être franc. Je ne le crois pas. Vous croyez qu'il est mort? Je le crois. On l'a assassiné? Je n'ai pas dit ça. Mais ça se peut. Et quel jour, selon vous, est-il mort? Selon moi, lundi. Alors, de quelle façon expliquez-vous que j'ai reçu une lettre venant de lui aujourd'hui, vendredi? Maintenant, Madame Sinclair, auriez-vous l'amabilité de me rendre un service? Mais oui, voyons. J'ai raconté au docteur Watson ce qui s'est passé jusqu'au moment où on vous a expulsé de cette maison. Voudriez-vous nous dire ce qui s'est passé ensuite? Rien que pour le docteur Watson? Non, pour moi aussi. Je voudrais réexaminer les faits que nous connaissons. Mais si vous n'êtes pas trop fatigué... Non, ça ira. Vous devez bien vous douter que j'étais loin d'être contente d'avoir été mise à la porte de cette maison. Et je suis revenue accompagnée de policiers. 2 agents avec l'inspecteur... Bradstreet. Bradstreet. Et alors, vous êtes revenu à la maison? Oui. Il s'est passé environ combien de temps entre vos 2 visites? Environ 20 minutes. Quand nous sommes arrivés, la porte n'était pas verrouillée. Pourtant, j'étais sûre que le dénommé Lascar l'avait verrouillée quand j'avais été jetée dehors. Je veux aller examiner les pièces du haut. Il n'y a personne. S'il n'y a personne, qu'est-ce que ça peut faire que je monte? Attendez-moi ici. Il était dans cette pièce. Combien de fois il faut que je vous le dise? Il n'y a personne ici. Allons voir dans celle-là. Il ne faut pas avoir peur de ce gentleman, Madame Sinclair. C'est une vieille connaissance de la police. Savez-vous, inspecteur, que selon le grand W.S. Gilbert,
Il ne faut jamais envier le sort d'un policier. Monsieur Boone est un mendiant professionnel. Pas un mendiant. Un honnête commerçant. Cet homme vit là-dedans. Oui. Vous disiez qu'il n'y avait personne ici. Madame, un mendiant, c'est personne. Si vous nous blessez, ne saignons-nous pas. Shakespeare, Monsieur Boone, vous m'avez déjà fait cette citation. Inspecteur, C'est la Tamise, madame. la fenêtre est très grande. Madame Sinclair, une grande fenêtre s'ouvrant sur la Tamise ne signifie pas automatiquement mort violente. Tu étais là cette dernière heure? Oui. Quelqu'un d'autre était là? Hélas, non, j'étais plus solitaire qu'un nuage dans le ciel. Tennyson. Wordsworth, inspecteur. Je sais qu'il était là. Je suis sûre de l'avoir vu. Mais il n'y a aucune preuve indiquant qu'il ait pu y être. Une boîte de cubes, inspecteur. Et ça, je le vois. Quand mon mari a quitté la maison ce matin, la dernière chose qu'il ait dite avant de partir, c'est qu'il allait acheter une boîte de cubes pour l'anniversaire de notre petite fille. Je comprends. Est-ce l'un de vous qui a acheté cette boîte? C'est sûrement quelqu'un qui l'a laissé. Ce sont les vêtements de mon mari. Vous voulez que je vous les décrive en détail pendant que vous les examinez? Mon mari a un tailleur qui s'appelle Smod. Regardez l'étiquette si vous ne me croyez pas. Dès ce moment, l'inspecteur Bradstreet commença à croire à mon histoire. Lui et ses hommes fouillèrent la maison dans ses moindres recoins et trouvèrent une tache de sang sur le rebord de la fenêtre. Ils fouillèrent le Malais, Lascar et Boone, mais ne trouvèrent rien. Ils ont failli ne pas trouver le manteau de mon mari. Son manteau? Il n'y avait plus que lui qui manquait sur la liste. Jusqu'à la marée basse. Il est très lourd. On a dû mettre quelque chose dedans. Il y avait 421 pennies et 270 demi-pennies répartis dans chacune des poches de ce manteau. Votre conclusion, Watson? Répondez franchement, docteur Watson. J'ai envisagé toutes les possibilités, aussi pénibles qu'elles soient. Je pense que le coupable ne peut être que Boone, le mendiant. Qui d'autre, à part lui, aurait eu un si grand nombre de pièces en sa possession? C'est la conclusion à laquelle est arrivée la police. Ils ont arrêté Boone, qui est pour l'instant au commissariat de Bow Street. Je sais que mon mari est toujours en vie. Je voudrais, Madame Sinclair, revenir sur la signification de cette lettre. Puis-je la lire au docteur Watson? Mais je vous en prie. Ma chérie, n'aie aucune inquiétude. Il y a eu une énorme erreur et il faudra un peu de temps pour la corriger. Attends patiemment, Neville. C'est écrit au crayon sur la page de garde d'un livre format octavo et sans filigrane.
postée à Gravesend par un homme dont le pouce était sale. Ce n'est pas l'écriture de votre mari sur l'enveloppe. Non. Mais là, c'est son écriture. J'en suis certaine. Il écrit toujours de cette façon quand il est pressé. Quel que soit l'homme qui a collé l'enveloppe, il venait, si je ne commets pas d'erreur, de mâcher du tabac. C'est un détail, bien sûr, Watson. Mais les détails sont toujours d'une importance capitale. Ah. Madame Sinclair. On avait accroché quelque chose là. Cette chevalière. Ah. Madame Sinclair, votre mari vous a-t-il parlé un jour du bar de l'or dans Upper Swandan Lane? Jamais. J'ai l'impression que le docteur Watson a une question à vous poser. La question que je vais vous poser est assez délicate, Madame Sinclair, mais est-ce que votre mari a l'attitude de quelqu'un qui prend de l'opium? Son attitude est parfaitement normale. J'avoue que j'ignore de quelle façon se conduit un intoxiqué. À quoi le reconnaît-on? À son indifférence, à son manque d'énergie, à son incapacité à se concentrer et à son air apathique. Le docteur Watson est un spécialiste en ce qui concerne les intoxiqués. Mon mari ne prenait pas d'opium, messieurs. En réalité, je veux dire, il ne prend pas d'opium. Monsieur Holmes, je sais que vous croyez que mon mari est mort. Je me rends compte que cette lettre a pu être écrite lundi et n'être postée qu'aujourd'hui. Je sais que les circonstances telles qu'elles ont été décrites ne peuvent que conduire à l'inévitable conclusion qu'on a tué mon mari. Mais je suis sûre et certaine qu'il est en vie. Nous entendons si bien, notre amour est si profond que je l'aurais su tout de suite s'il lui était arrivé malheur. S'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. Watson, si Neville Sinclair est sain et sauf, pourquoi ne rentre-t-il pas chez lui pour prouver qu'il est en vie? Probablement parce qu'il n'est pas sain et sauf. Et sa lettre? Elle a pu être écrite n'importe quand. Peut-être qu'on l'a forcé à l'écrire. Peut-être que c'est un faussaire qui l'a écrite. Et la chevalière? Bon, c'est facile à enlever. Surtout si le propriétaire est mort. Oui, c'est évident. Prenons comme hypothèse que Neville Sinclair est mort. Comment serait-il mort? Bon, il a tout simplement été assassiné. Par qui? La police croit que le coupable est Boone. Je ne vois aucune raison d'être en désaccord avec la police. Excepté... Excepté quoi? C'est un infirme, disiez-vous? Oui. Quelle est son infirmité? Il ne boite que légèrement. Mon expérience professionnelle m'a appris que lorsque l'infirmité ne touche qu'un seul membre, cette faiblesse est souvent compensée par une force exceptionnelle de l'autre membre. Vous n'êtes pas convaincu? Cet homme est un mendiant professionnel. Il est très connu en ville. Il s'est attiré la sympathie. Je l'ai vu plusieurs fois. Il a un remarquable sens de la répartie qui fait rire les gens et les amène à être généreux. Il a l'air d'être inoffensif. Pourquoi est-ce que la police l'a arrêté, lui, plutôt que Lascar? C'est justement la question que j'ai posée à l'inspecteur Bradstreet. Non, non! Je vous dis que je suis innocent! Je suis innocent! Je n'ai rien fait! Il est évident qu'un meurtre a été commis. En procédant par élimination, le coupable ne peut être que Boone. Ce sont les vêtements de Neville Sinclair? Pourquoi avez-vous éliminé le dénommé Lascar comme suspect? Parce que Madame Sinclair a vu son mari à une fenêtre du haut. Elle a eu l'impression qu'il se battait. Elle est allée à la porte de la maison et elle s'est trouvée devant Lascar. Pendant qu'il parlait, ou pour être plus précis,
Pendant que Lascar et son assistant éjectaient Madame Sinclair de la maison, à l'étage supérieur, une bagarre se déroulait qui a eu pour conséquence la mort de Neville Sinclair. Un cadeau pour son 21e anniversaire. Un homme plus que minutieux, pas le moindre écart de conduite. Pourquoi aurait-on assassiné Sinclair? C'est ce qu'il nous reste à établir. Aucune trace d'opium. Un voleur, peut-être? Non, non. Son portefeuille était dans sa poche. On n'a pas touché à l'argent. Mais comment expliquez-vous les pièces de monnaie dans le manteau? Je n'ai trouvé aucune explication, monsieur Holmes. Alors laissez-moi essayer. Boone tue Sinclair. Il lui enlève ses vêtements en espérant les vendre après les avoir vidés de leur contenu. Il tire le corps. Il lui fait traverser toute la pièce. Il le fait passer de force par la fenêtre, d'où la coupure. Et le sang sur le rebord de la fenêtre. Il lâche le corps. Qui est emporté par la marée descendante. Il est en pleine action lorsqu'il entend au rez-de-chaussée les cris de Madame Sinclair qui essaie d'entrer de force. Il n'a plus d'une minute à perdre. Et il doit se débarrasser des vêtements. Il veut d'abord jeter le manteau. Mais il réalise tout de suite qu'il va flotter s'il n'est pas lesté. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il file de l'autre côté de la pièce jusqu'à une nouvelle cachette secrète où il accumulait les fruits de sa mendicité. Il prend toutes les pièces qu'il trouve et les enfourne dans les poches du manteau. Et il jette le manteau dans l'eau. Il aurait sûrement fait la même chose avec les autres vêtements si vous n'étiez pas arrivé. Alors il cache le reste des vêtements derrière le rideau en espérant que personne ne les remarquera, ce qui aurait été le cas si Madame Sinclair n'avait pas tellement insisté. Inspecteur, quel que soit le mauvais coup qu'on ait monté dans cette fumerie d'opium, j'ai l'intuition et même la conviction que Lascar doit être impliqué dans cette affaire. J'avais été fortement tenté de l'arrêter lui aussi. Je vais le faire faire immédiatement. Non, enfin, inspecteur, avec votre permission, puis-je vous suggérer une autre stratégie? Mais bien sûr. J'aimerais aller dans cette fumerie, discrètement, incognito. On verra ce qu'on y apprendra. Et qu'avez-vous appris? Rien. Rien. Ah. Tout le monde, du moins je le crois, dit apparemment la vérité. Je n'arrive pas à trouver un mobile qui se tienne. Envoyez-vous un, Watson. Non, je n'en vois aucun. Mais je vois une femme qui refuse d'admettre les faits, qui est toujours persuadée que son mari est vivant. Or, vous m'avez dit en plusieurs occasions que les impressions de la femme pouvaient avoir beaucoup plus de valeur qu'une conclusion tirée d'une analyse logique. Mais si Sinclair est toujours en vie, où est-il? Je n'en ai aucune idée. Par contre, j'ai une requête très urgente. Il est déjà plus de 4 heures du matin, puis-je essayer de dormir? Certainement. Merci.
Watson. Watson. Mais quelle heure est-il? Il est tôt. On venait dormir que 2 heures. Je vous ai réveillé pour vous demander si vous pouviez envisager la possibilité de vous lever. Vous devez avoir une bonne raison. Êtes-vous en forme pour une promenade? Certainement. Je ne pourrais pas attendre. J'ai une théorie que je voudrais vérifier. La vie de quelqu'un est-elle en jeu? En aucune façon. Serait-il possible de vérifier votre théorie dans la matinée? Je vous retrouve en bas dans 5 minutes. Et ce sera à l'aube. Allons-y, Nelson. Vous savez rester silencieux, Watson, c'est un don du ciel. Cela fait de vous un compagnon incomparable. Watson, vous vous trouvez à côté du plus grand imbécile d'Europe. N'exagérez Je pas. me botterais le postérieur avec plaisir si je le pouvais. C'est ce que j'avais envie de faire quand vous m'avez J'ai la réveillé tout à l'heure. solution, Watson, elle est là. Elle est dans ce sac. Bonjour, messieurs. Watson, je n'y ai pas vu plus clair qu'une taupe, je l'avoue, mais mieux vaut tard que jamais quand il s'agit de faire éclater la vérité. Bradstreet! Bradstreet, j'ai une idée à propos du dénommé Boone. Il est en cellule, monsieur Holmes. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais beaucoup le voir. Il doit certainement dormir. Presque tout le monde dort d'habitude la nuit, Holmes. Bon, monsieur Holmes, Dr. Watson, si vous voulez me suivre, vous pouvez laisser votre sac ici, monsieur Holmes. Je le garde avec moi. La clé du mystère est dedans. C'est un personnage répugnant. Il est sale. Il refuse de se laver. Il dit que l'eau et le savon rendent l'homme moins résistant. Et il dort, évidemment. Joli spectacle, non? Inspecteur, auriez-vous l'obligeance d'ouvrir la porte aussi doucement que possible? Messieurs, l'homme qui est devant vous est Monsieur Neville Sinclair de Lee dans le comté de Kent. Par tous les dieux du ciel. C'est la vérité. Puis-je vous demander de quoi je suis accusé? Vous êtes accusé d'avoir fait disparaître monsieur Neville Sinclair. Ah, je me serais suicidé peut-être. J'en ai vu des choses en 27 ans de carrière. Mais ça dépasse tout. Puisqu'il est évident qu'aucun crime n'a été commis, je suis détenu illégalement.
Moi qui suis seul, je suis aussi fort qu'une armée. Parce que mon cœur est pur. Lord Alfred Tennyson. Vous avez menti à votre femme, Monsieur Sinclair. C'est ça votre pureté? Sachez, messieurs, que j'aurais préféré subir l'emprisonnement et même l'exécution plutôt que de dévoiler mon misérable secret à ma femme et à mes enfants. Maintenant, votre secret est dévoilé, Monsieur Sinclair. Malheureusement. Mon père était professeur à Chesterfield. J'ai reçu une excellente éducation. J'ai voyagé, j'ai fait du théâtre. Finalement, je suis devenu journaliste dans un journal de Londres. Un jour, mon rédacteur en chef a souhaité avoir une série d'articles sur la mendicité dans la ville. Je me suis porté volontaire. Et depuis, vous jouez les mendiants. Oui. Et votre expérience d'acteur a dû vous aider de façon considérable. Considérable. Exactement. Oui, je me suis maquillé le visage pour me rendre aussi pitoyable que possible. Je me suis fabriqué une cicatrice effrayante. J'ai tordu ma lèvre à l'aide d'un petit emplâtre de couleur chair. J'ai mis une perruque foncée, des vêtements sales et déchirés. J'ai pris position en plein milieu du quartier le plus animé de la ville, en faisant semblant de vendre des allumettes. Mais, en réalité, je mendiais. Et ça a marché? Oui. En un seul jour, j'avais eu 26 shillings et 4 pence. J'ai écrit mes articles pour le journal. Mon rédacteur en chef a été enchanté. J'avais oublié cette aventure. C'est alors qu'un jour, je reçus une sommation. Je m'étais porté garant pour un ami et j'étais mis en demeure de payer 25 livres. J'étais complètement affolé. Que pouvais-je faire? Tout à coup, une idée me vint à l'esprit. Alors j'ai demandé 15 jours de vacances à mon employeur. Et j'ai passé ces 2 semaines dans la city, à mendier. En 10 jours, j'ai réussi à avoir l'argent. Il m'a été possible de rembourser la dette. Voilà comment je suis tombé dans le piège. Combien gagnez-vous comme journaliste? 20 livres par semaine. Beaucoup moins qu'un mendiant. Oui, durant ces dernières années, j'ai gagné en moyenne au moins 700 livres par an. Mais c'est le revenu d'un gentleman. Du calme, voyons, Bradstreet. Il convient de préciser que M. Sinclair n'est pas un mendiant ordinaire. Oui, personne ne s'attend à ce qu'un mendiant fasse des citations de William Shakespeare, de M. Dickens, de la Bible ou des plus populaires des chansons. Un aristocrate parmi les mendiants. Ce n'est pas à moi de prétendre à une telle distinction, mais comme l'inspecteur l'a si justement remarqué, j'avais le revenu d'un gentleman. J'ai donc voulu vivre comme un gentleman. Je me suis acheté une villa dans le Kent, je me suis marié avec la plus respectable des femmes. Et chaque matin, je retournais à mon travail à Londres. C'est certainement à cette époque que vous avez été en contact avec Lascar. Oui, je lui payais un loyer très généreux, moyennant quoi je disposais de cette pièce. Mon secret ne risquait rien avec lui. J'étais au milieu de voleurs, mais ils ont une sorte de code de l'honneur. Voyez-vous, chaque matin, je devenais un mendiant repoussant. Et chaque soir, je me transformais en gentleman. Dites-nous ce qui s'est passé lundi. J'avais fini ma journée. Je m'habillais dans la pièce au-dessus de la fumerie d'opium.
Entendant des cris, je suis allé à la fenêtre. À ma grande surprise et à mon grand désespoir, je vis ma femme dans la rue. Elle me regardait fixement. Neville! Je courus voir Lascar. Ne la laisse surtout pas entrer. Je lui dirai qu'il n'y a personne là-haut. Elle pourrait revenir avec la police. Je dirai à la police qu'il n'y a personne là-haut. Monsieur Boone sera là-haut. Ah, Monsieur Boone est un locataire. Il a le droit de se trouver là-haut. Une fois de plus, je redevins Boone, le mendiant. Tout à coup, je pensais qu'on pourrait fouiller la pièce. Et que mes vêtements pourraient me trahir. Alors j'ai pris mon manteau, j'ai bourré les poches des pièces que je venais d'enlever du sac de cuir qui me servait à transporter mes affaires. J'allais jeter aussi le reste des vêtements par la fenêtre, mais à ce moment-là, la police est arrivée. Vous connaissez la suite? On a trouvé du sang sur le rebord de la fenêtre. Dans ma hâte d'ouvrir la fenêtre, je me suis un peu écorché. Une simple égratignure. Si vous nous blessez, ne saignons-nous pas. Ensuite, j'ai été arrêté, étant soupçonné de m'être moi-même assassiné. Et vous n'avez pas hésité à plonger votre femme dans l'angoisse? Mais je lui ai écrit une lettre. Vous avez chargé Lascar de la poster, Oui. ce qui a été fait avec retard. Elle n'est arrivée qu'hier. Il a probablement chargé un de ses clients de le faire. Jamais je ne pourrai me pardonner ces heures d'angoisse que j'ai osé faire subir à ma femme. Je peux aller la rejoindre. Oui, mais seulement à une condition, monsieur Sinclair. Tout ce que vous voudrez. Il ne devra plus jamais y avoir de Boone. Je vous le jure, par le plus solennel des serments qu'un homme puisse faire. Adieu, gentil Boone. Une nuée d'anges chante pour adoucir ton repos. William Shakespeare.